Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ProConta, destinée cette fois-ci à la comptabilité des organismes publics. Et donc en fait, il y a deux choses différentes que l'on va faire, c'est les GIE et les établissements publics. Donc c'est la troisième et dernière vidéo de cette mini-série entre guillemets sur les comptabilités un peu différentes de celles dont vous avez l'habitude. Donc ici, j'ai décidé de regrouper en une seule vidéo les GIE et les établissements publics, même s'il s'agit de deux choses en partie différentes, hein, bien évidemment. Donc d'abord, commençons par les organismes publics et donc les collectivités territoriales. Quels sont les éléments un peu importants à connaître sur la comptabilité publique? Une première chose d'abord, c'est qu'il y a une distinction à faire entre ce que l'on appelle l'ordonnateur et le comptable. L'ordonnateur, c'est l'exécutif. C'est la personne ou le groupe qui décide de la dépense. Donc par exemple, si vous prenez le cas d'une mairie, l'ordonnateur, c'est tout simplement le conseil municipal. Le comptable, c'est celui qui va effectuer la dépense. Et donc, qui va signer les factures, etc. Alors, pourquoi cette distinction? Je ne vais pas me lancer dans un cours de théorie et de finances publiques, mais c'est simplement que dans un souci démocratique, on fait la distinction entre une personne qui ordonne la dépense, qui souhaite la dépense, et la personne qui la fait, parce que sinon, c'est un peu comme si on confiait à la même personne la totalité de la maîtrise du budget et de la dépense, et donc il n'y aurait aucun contrôle possible. Donc il y a évidemment cette séparation qui permet un meilleur encadrement de la gestion publique. Donc ça, c'est un point à connaître, séparation entre ordonnateur et comptable. Deuxième point important à connaître, c'est le principe du fonctionnement par budget. Quand vous êtes une collectivité publique, vous raisonnez sur deux budgets. Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Le budget de fonctionnement enregistre toutes les recettes et dépenses quotidiennes au sens large. Les dépenses je sais pas, d'énergie, les salaires versés, les recettes, les taxes, etc. et impôts que vous collectez, bon, c'est le budget de fonctionnement. Une chose à savoir, ce budget de fonctionnement ne peut pas être déficitaire, c'est interdit. Donc, un budget de fonctionnement ne peut qu'être à l'excédent ou à la limite à l'équilibre, mais impossibilité de faire du déficit. Bon. Et l'excédent, par contre, du budget de fonctionnement, s'il y en a un, abonde automatiquement le budget d'investissement. Le budget d'investissement, au contraire, va faire apparaître donc les différentes dépenses d'investissement, par exemple, je sais pas, pour une mairie, le fait de créer une nouvelle route, acheter un nouvel équipement, etc. Et puis en face, dans les recettes, il y aura d'abord l'excédent du budget de fonctionnement, et puis il y aura d'éventuels emprunts. Donc là, par contre, vous comprenez que structurellement, normalement, les budgets d'investissement sont plutôt déficitaires dans le sens où il faut couvrir le besoin par un emprunt. Il peut être excédentaire, mais c'est structurellement relativement rare. Troisième point à connaître, c'est l'existence de deux comptes particuliers, donc ce que l'on appelle le compte administratif et le compte de gestion. Alors, le compte administratif, c'est celui qui est à l'instigation de l'ordonnateur et il va regrouper les opérations qui sont effectivement réalisées. Et c'est celui qui permet de calculer du coup le résultat comptable de l'entité à la fin de l'année. Alors que le compte de gestion, c'est celui qui est tenu par le comptable. Et lui, le comptable, va recenser les recettes et les dépenses qui sont réalisées et contrôlées par lui. Et notamment, à la fin, il va déboucher sur le bilan de la collectivité. Normalement, on est bien d'accord que les deux doivent concorder. C'est-à-dire que justement, là encore, c'est une problématique de contrôle, c'est que le compte administratif doit être le même à la fin que le compte de gestion. Il peut y avoir éventuellement, pourquoi pas, des légers décalages, mais des légers décalages en termes de délai. Mais normalement, les montants doivent être les mêmes dans la mesure où ce qu'ordonne l'ordonnateur, justement, doit être ensuite effectué par le comptable. Et inversement, toute charge, tout produit enregistré par le comptable, théoriquement, a dû être validé par l'ordonnateur. Sinon, s'il y a une distinction, c'est que, je sais pas, il y a eu peut-être une fraude ou un oubli ou ce genre de choses. Enfin, dernier élément à connaître, l'histoire du double contrôle. Il faut savoir que tous les budgets qui sont votés par les collectivités territoriales, mairies, départements, régions, etc., sont toujours contrôlés par deux entités différentes. D'abord les préfets, qui sont les représentants de l'État au nom de la déconcentration. Oui, au nom de la déconcentration, c'est-à-dire ce sont des représentants de l'État localement. Et le deuxième, ce sont les chambres régionales des comptes, qui sont en fait des annexes de la Cour des comptes nationale, mais là encore au niveau local, et ce sont ces chambres régionales qui vont contrôler
les comptes des différentes entités publiques. Pardon, j'y arrive. Donc concrètement, voilà, vous avez 4 critères importants, 4 caractéristiques importantes à connaître. Regardons tout de suite un exercice qui avait été traité notamment dans le DCG 2014. Alors, on va faire opération par opération. Et vous allez voir qu'en réalité, pour le reste, une fois qu'on a dit ça, vous allez voir qu'en réalité, les opérations sont très simples. Ce sont des exercices faciles. Simplement, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qu'il y a d'un petit peu différent, c'est que la numérotation des comptes peut parfois varier. Je vous l'avais expliqué dès la première vidéo sur la comptabilité, notamment des professions libérales, il y a un PCG spécifique pour les collectivités territoriales, qui d'ailleurs a beaucoup de points communs avec le PCG habituel, mais qui peut varier sur certains comptes étant donné la spécificité de l'entité en question. Là encore, rassurez-vous, on ne vous demanderait pas de le connaître par cœur. Si vous êtes interrogé là-dessus, les extraits nécessaires vous seront donnés le jour de l'épreuve. Donc regardez, le 30 juin 2013, la région verse à une société anonyme une subvention d'équipement d'un montant de 30 000 € pour le financement d'une installation nouvelle qui lui permettra de produire des nouvelles pièces, etc. etc. La région retient les durées maximales d'amortissement pour les subventions, c'est en fait 5 ans. L'amortissement retenu est linéaire et se calcule pro rata temporis sur une durée d'amortissement de 15 ans. Je dis 50, 15 ans. Et donc concrètement, regardez. Tout simplement, ici, donc si on utilise le PCG qui était fourni donc ce jour-là, je ne l'ai pas remis ici, ça n'aurait pas d'intérêt parce qu'en plus il a évolué depuis, mais donc le compte qui en gros est l'équivalent du compte banque, c'est le compte 515 que l'on appelle compte au trésor. Et donc vous voyez que le jour du versement, on verse les 30 000 € à donc une entité, et ici en fait on va enregistrer ça dans un compte d'actifs, le 2042, subvention d'équipement aux personnes de droit privé. Donc on retrouve cette logique-là, un peu vous savez comme pour les entités, pour les sociétés habituelles, quand vous avez un prêt, c'est dans les comptes 2, ça doit être du 27 je crois, les prêts aux entités, là c'est pas le 27, c'est le 2042, mais on retrouve tout à fait cette idée. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les subventions sont amortissables. Donc, au 31 décembre 2013, on va amortir linéairement cette subvention. Et donc, vous voyez qu'on retrouve la même logique, c'est-à-dire que puisque la subvention a été enregistrée dans un compte d'actifs qui est le 2042, l'amortissement, on mettra un 8 en deuxième position, 28 042, vous voyez, on retrouve tout à fait la même logique. Et pourquoi 1000 €? Tout simplement parce que 30 000 € divisé par 15, parce que c'est sur 15 ans, donc ça fait 2000 €. Et avec, n'oubliez pas le pro rata temporis, puisque comme ça a été versé le 30 juin, on compte à partir du 1er juillet. Du 1er juillet au 31 décembre, ça fait la moitié d'une année, donc 2000 divisé par 2, 1000 €. Et on l'amortit avec le compte 681 DAP d'exploitation que vous connaissez très bien. Opération numéro 2, le 1er octobre 2013. La région encaisse un loyer de 1800 pour la location d'un immeuble. Le loyer couvre le deuxième trimestre 2013. Donc deuxième trimestre 2013, donc ça veut dire mars, avril, mai. Si je me trompe. Non, pas du tout. Avril, mai, juin. Donc regardez, le 1er octobre, on enregistre donc ce versement, donc le fait qu'on reçoit 1800, donc vous voyez, on utilise de nouveau ce 515, qui est encore une fois l'équivalent du 512, compte au trésor, 1800, et en face, 4713, recettes perçues avant émission des titres. Alors regardez bien ici, le fait que le loyer couvre le dernier trimestre, j'ai dit le deuxième d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis le deuxième, le dernier trimestre 2013. Le fait que ça couvre le dernier trimestre n'a pas en soi d'intérêt. Par contre, ce qui est important, c'est d'enregistrer la différence entre le fait qu'on encaisse le loyer le 1er octobre, mais que le titre de recette n'a été émis que le 10 octobre. Le titre de recette, en gros, c'est la pièce comptable qui va venir valider le fait qu'on a bien reçu ce paiement. Et donc, c'est le jour où on reçoit le paiement que, effectivement, ce titre de recette, on va lui donner sa nature en quelque sorte. C'est-à-dire que 4713, vous voyez, c'est un compte très générique, recette. Et la nature même de cette recette ne sera donnée que le jour de l'émission du titre de recette. Donc le 10 octobre 2013, on va transférer ce 4713, donc recette perçue, dans le 752, revenu des immeubles. Et vous voyez, ça devient un compte de produit revenu des immeubles. Donc il faut bien comprendre qu'encore une fois, vous voyez, toutes ces recettes rentrent dans une espèce de pot commun avant d'être dispatchées en fonction de la nature de la recette. Opération 3. Le 30 novembre, la région cède diverses installations de voirie pour un prix de 3 000 €. Le titre de recette a été transmis au préalable au comptable public, c'est déjà fait. Ces installations avaient été acquises en 2008 pour une valeur de 60 000 €, amorties à hauteur de 55 000, y compris l'amortissement 2013 qu'on a, on le suppose, déjà enregistré. Et vous voyez, là on retrouve exactement
la logique habituelle que vous connaissez dans les sessions d'immobilisation, c'est-à-dire une écriture qui va venir enregistrer la session en elle-même et une écriture qui va venir sortir l'IMO du bilan. On commence par celle-là. Donc vous voyez, au 31 décembre 2013, le 28152, amortissement des installations de voirie, ça c'est tout ce qui avait été amorti jusque-là, donc 55 000 euros. On sort les installations en elles-mêmes, donc on les sort du bilan, donc 21,52 pour la valeur initiale de 60 000. La différence des deux, vous retrouvez le compte 675 que vous connaissez, valeur comptable des immobilisations cédées. Et donc pour 5 000 euros. Et donc il se trouve que comme elle a été vendue pour 3 000 euros, alors qu'elle en valait 5 000, ça veut dire qu'il y a eu une moins-value de 2 000. Et bien cette moins-value doit être enregistrée. C'est là où par contre il y a la différence avec la compta que vous connaissez. Et pour ça, on va enregistrer le compte 192, plus ou moins value sur cession d'IMO, qui est donc au débit, un peu comme si c'était une charge. Et en face, on va avoir le 776, différence sur réalisation, ici négative, reprise au compte de résultat. Donc là, c'est une écriture particulière, par contre, à connaître quand on a une moins-value. Voilà pour les 3 opérations donc on vous demandait de connaître pour, qui avaient été traitées notamment pour le DCG 2014. Donc il n'y a pas, j'estime qu'il n'y a pas spécialement plus à savoir que ça. Ce qu'il faut savoir faire, c'est passer une recette habituelle, passer une charge et enregistrer une sortie d'immobilisation. Mais ça n'ira pas plus loin que ça si vous étiez enregistré. C'est plutôt d'ailleurs des questions de principe sur lesquelles on pourrait vous interroger. Passons à la deuxième partie de cette vidéo qui traite cette fois-ci de la comptabilité des GIE. Alors, qu'est-ce qu'un GIE? Un groupement d'intérêt économique, c'est une personne morale créée par des personnes physiques et ou morales, de droit public et ou privé, et dont l'objectif est de favoriser le développement économique local. Un peu comme un syndicat professionnel, vous voyez, comme on en voit d'ailleurs régulièrement, c'est-à-dire des industries du même secteur qui s'associent pour créer une sorte de syndicat. C'est un peu cette idée-là, ça ressemble un peu à ça. La nomenclature comptable utilisée encore une fois est propre au GIE, même si encore une fois elle possède pas mal de points communs avec la nomenclature classique du PCG. Qu'est-ce qu'il faut comprendre qui est un peu particulier au GIE? C'est que, en fait, si un GIE dégage des bénéfices, ce n'est pas le GIE qui est imposé, ce sont les entités qui le composent. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce sont les personnes physiques ou morales propriétaires qui le sont au prorata de leur participation au GIE. Donc si vous êtes deux, par exemple, à avoir créé un GIE 50-50, si le GIE gagne 10 000, eh ben, chacun va être imposé sur 5 000. Donc ce n'est pas le GIE qui est imposé sur 10, c'est chaque entité qui est imposée sur 5 000. Pour les associés, donc ceux qui ont créé le GIE, les fonds apportés à un GIE s'inscrivent au crédit du compte 171, dette rattachée à des participations au crédit, et le compte 458, associé, opération faite en commun. En commun et en GIE. Pour le reste, la comptabilité des GIE est tout à fait similaire à celle de toute société. Donc regardons tout de suite, c'était un exercice qui était tombé en 2008 pour le DCG. En 2007, la société Premium a réalisé plusieurs opérations avec le GIE. Le 15 avril, les associés ont réalisé une avance à long terme au GIE. D'abord, Premium a mis 10 000, Alba 5, Solva 5. Donc ça, vous avez tout de suite compris, ça vous permet de calculer les prorata de chacun. Premium à la moitié, Alba et Solva en 25% chacun. Le 1er juillet, les associés ont versé leur cotisation qui s'élevait au total à 15 000 euros, dont 8 000 euros versés par la société Premium. À la clôture des comptes, donc au 31 décembre 2007, le résultat est bénéficiaire de 12 000. Enfin, le 15 avril 2008, l'Assemblée générale a approuvé les comptes de l'exercice 2007, donc c'est l'Assemblée générale que vous connaissez, ça a le même rôle. Donc regardez, commençons par enregistrer les avances des associés. Donc vous voyez, du point de vue des associés, c'est très simple. Ici, d'ailleurs on n'est pas du point de vue des associés, on est du point de vue du GIE bien sûr. Donc on reçoit l'argent sur le 512, et la contrepartie c'est le 171, dette rattachée à des participations. Il faut savoir que là, il y avait une autre possibilité, qui était acceptée aussi dans le cadre du DCG notamment, c'était de passer l'écriture suivante, c'est d'enregistrer ça non pas dans le 512, mais dans un compte 458 associé opération faite en commun, et avec en contrepartie le 1687 autre dette. Donc dans ces cas-là, dans la mesure, c'est pour ça qu'il faut comprendre cette distinction, dans la mesure où le GIE c'est une espèce d'entité, comment on appelle ça, une entité non pas fantôme, mais une entité écran,
on n'est pas obligé de faire forcément passer ça par le 512 parce qu'au fond, c'est un peu comme si le compte en banque du GIE, ça n'était rien d'autre que les comptes en banque des entités elles-mêmes. Donc c'est un peu comme si les entités se faisaient un virement à elles-mêmes. Donc voilà pourquoi le 512, au fond, peut être transparent. Donc soit on lui donne un peu plus de corps et on met effectivement ce 512 comme s'il y avait un compte spécifique pour le GIE, soit au contraire, on ne le comptabilise pas comme ça et donc on peut mettre le 458 avec en face le 1687. Bon, je pense que la première est plus évidente à traiter. Enregistrons les cotisations, bah, vous voyez, on reçoit sur le 512 15 000 € et en face 706 prestations de services. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cotisations, du point de vue du GIE, c'est comme si on vendait des prestations de services. Et pour ce qui est de l'affectation du résultat, vous voyez, c'est très simple. On a le 12 000 € de résultat, donc on va mettre au débit pour le solder. Et en face, on va reverser en fait aux associés les différents, enfin le résultat, mais donc au prorata de leur participation. Donc Premium va recevoir la moitié, Alba et Solva auront 25%. Alors, ce qui fait que c'est pas tout à fait le même montant, c'est parce que pourquoi ici c'était pas tout à fait le même montant que je me souvienne. Alors 2400 pour l'un, 3600 pour l'autre. Que je me souvienne. Attendez, je reprends ma fiche. Il y avait une raison. Pardonnez-moi un instant que je reprenne. Puisque donc Alba à 20% et Solva à 30%, ce qui vient du fait que je crois que j'ai dû enlever un élément de l'énoncé. Je regarde tout de suite. Ah oui, je sais pourquoi. Pardon, j'ai bugué parce qu'effectivement ça correspondait pas à ces montants-là. Parce que, pardon, ce que j'ai enlevé, ce que j'ai pas remis ici, que j'ai mis sur ma fiche, mais que j'ai pas mis ici sur mon PowerPoint, c'est que le GIE a été constitué avec un capital de 50 000 € entièrement libéré et que ce capital est détenu à 50% par Premium, 20% par Alba et 30% par Solva. Pardon, j'ai cru que je l'avais remis, j'ai cru que j'avais remis cette information ici, mais en fait non, pardon. Ici, c'est simplement que les associés ont fait une avance au GIE, mais ça ne constitue pas les apports en capital. Les apports en capital, je ne les ai pas remis sur le PPT, mais donc ils sont sur la fiche. C'est 50% pour Premium, 20 pour Alba, 30 pour Solva. C'est pour ça que vous avez ici cette distinction-là, avec 50% pour Premium, 20 pour Alba et 30 pour Solva. D'accord? Donc voilà, ne confondez pas ces deux éléments. C'est pour ça moi-même, je me dis que j'avais dû oublier de remettre un élément. En tout cas, j'avais oublié de préciser un élément, donc je vous l'ai fait oralement. Voilà donc pour ça. Enfin, on vous demandait donc dans cette épreuve de 2008 de calculer la quote-part du résultat bénéficiaire du GIE dans la comptabilité de la société Premium. Donc en fait là, ce qu'on vous demandait, c'était de basculer du côté de la société Premium et de voir quelle était l'écriture du point de vue de la société Premium. Donc on n'est plus dans le GIE, on a basculé chez Premium, et donc regardez comment ça s'enregistrerait. Les 6 000 € qu'elle reçoit, vous voyez, c'est dans le compte 7616, revenu sur autre forme de participation, donc c'est un produit financier, et en face du coup, créance rattachée des participations. C'est-à-dire qu'en fait, ce revenu viendrait en diminution en diminution de ses dettes rattachées, ou en tout cas, ça passe dans la contrepartie qui est créance rattachée à des participations, puisque c'est ce que lui doit, en quelque sorte, ce que doit lui verser le GIE. Donc ensuite, bien sûr, quand le GIE va verser cet argent, on va passer par le 512, et donc la créance va disparaître, puisqu'on aura le 512 au débit et le 267 au crédit. Bon, là, l'histoire, l'examen ne le demandait pas, mais moi, je vous le rajoute évidemment oralement. Voilà pour ça, je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.